Déjà, bonsoir à tous pour tous ceux qui sont déjà arrivés. Ce qu'on fait, c'est qu'avant de commencer ce webinaire, je vais vous faire une rapide présentation de la LCO de 2-3 minutes et après, on commencera le webinaire sur la thématique de ce soir qui est sexualité et obésité. La Ligue nationale contre l'obésité qui on est une association nationale de bénévoles, d'associations de patients, de professionnels de santé et d'établissements de soins, mais ainsi de toute personne qui est concernée directement ou indirectement sur le surpoids ou la maladie de l'obésité. On tente de créer du lien, de fédérer une trentaine d'associations aujourd'hui sur le national. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà mis en place? Aujourd'hui, on a une ligne d'écoute qui est gratuite, qui peut répondre à toute personne se posant des questions sur son poids pour lui ou pour un de ses proches, autant sur le versant social, psychologique, juridique. Tout cela peut être évoqué lors des appels et comme je disais, les appels sont gratuits. Donc, n'hésitez pas à appeler professionnels de santé ou autres ou patients. Madame A en salle vous répondra. On a également fait l'étude OBEPI 2020. Donc, du coup, nous l'avons présenté. C'est là où on a eu les chiffres. Et je vous annonce, du coup, cette semaine, parce qu'on l'a annoncé dès lundi, que nous repartons sur une nouvelle étude épidémiologique sur la prévalence de l'obésité. Elle va partir là d'ici quelques semaines. Donc, on aura les chiffres dans quelques mois. Et petite nouveauté quand même cette année, c'est que du coup, on aura des chiffres concernant les DROMCOM et également pour les personnes âgées. C'est des choses que nous n'avions pas avant, donc on est très content de pouvoir du coup apporter de nouveaux chiffres sur la maladie de l'obésité. On a également un organisme de formation dans lequel on fait des formations ETP, prise en charge diététique du patient. Cette année, justement, on a sexualité et obésité, prise en charge sexuelle et affective des personnes en situation d'obésité. Donc, c'est une toute nouvelle formation qui va débuter là au mois de mars. Donc, on verra un petit peu tout ça. Et également des sensibilisations à l'obésité pour toute personne qui voudra en savoir plus sur la thématique et sur la maladie. On fait également des actions dans les collèges, les lycées. Et après, bah, du coup, par le biais de nos associations adhérentes qui nous représentent sur le national, on peut arriver à toucher pas mal de gens et à sensibiliser la population. Donc, nous avons également trois conseils. Le conseil scientifique, donc, comme je disais, qui est plus sur, du coup, qui était sur l'étude OBEPI 2020, mais qui, du coup, là, cette année, sur notre étude épidémiologique, elle est sur nos trois conseils. Donc, il y a un membre de chaque conseil dessus, deux membres. On a également le conseil de patients qui a fait une trame sur l'obésité. Qu'est-ce que l'obésité, ses causes, ses conséquences. Donc, je vous invite à aller sur notre site internet et pouvoir aller voir un petit peu leur travail pour en savoir plus sur la maladie de l'obésité. Et on a également le conseil opérationnel qui est, lui, plus sur des thématiques et des problématiques de terrain sur comment, du coup, prendre mieux en charge l'obésité sur le terrain. Donc, je vous avais marqué nos ressources. Donc là, c'est nos deux sites internet. Vous avez le site de la Ligue où vous pouvez retrouver des ressources. Donc, comme je disais, comme la trame sur qu'est-ce que l'obésité que le Conseil de patients a réalisé ou toute autre ressource, mais également sur notre site dédié de la Journée mondiale contre l'obésité, où là, vous pourrez avoir des fiches d'information avec des chiffres, qu'est-ce que l'obésité. Vous avez un petit peu tout. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de ressources sur ces deux sites, vous pouvez en trouver. Ou sinon, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse communication@ligue-contre-l'obésité.org. Et après, pour finir, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez du coup adhérer à la LCO. Là, jusqu'au 17 mars, on a mis 15% sur toutes nos adhésions. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, il y a des beaux projets qui arrivent. Donc, n'hésitez pas. Et même si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur les projets, on peut échanger par mail. Ou sinon, du coup, vu comme je le disais, on est une association à but non lucratif. Donc, on vit grâce aux dons. Et donc, si vous voulez réaliser des dons, c'est sur la plateforme Hello Asso. Donc voilà, je n'en dis pas plus sur la LCO parce que c'est pas le but de ce soir. Le but de ce soir, c'est de parler de la thématique sexualité obésité. Donc ce soir, il y a Aurélie Quillier qui est psychologue, mais aussi membre de notre conseil de patients qui est là ce soir, et Maître Marie-Laure Gaillard qui est avocate, mais qui fait partie de l'association Nuage. Donc voilà, je vous laisse du coup la main pour le webinaire de ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En bas, il y a l'onglet questions-réponses dans lequel vous pouvez poser toutes les questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde et on y répondra durant le webinaire. Donc n'hésitez pas, ces webinaires sont là pour ça aussi. Donc voilà. Merci. Marie-Laure, tu veux te présenter un peu plus? Et après, j'enchaînerai avec mon petit topo. Donc, bonsoir, merci de nous avoir invités. Donc, moi, je suis Marie-Laure Gaillard, je suis avocat à Montpellier. Nous intervenons principalement pour les victimes de violences sexuelles et je fais partie de l'association Nuage Association, qui est aussi une association
pour les victimes de violences sexuelles. Donc, nous intervenons au niveau juridique pour des soutiens psychologiques et des groupes de parole et on a mis en place depuis maintenant 3 4 années un atelier qui est très demandé sur le self-défense. Dans cet atelier, nous faisons un peu de prévention et puis, bien évidemment, l'enseignement du self-défense par des instructeurs. Voilà ce qu'on met en place pour l'association et nous sommes très actifs sur la prévention. Merci Marie-Laure. Et donc peut-être que le profil de Marie-Laure vous interpelle un peu sur sa présence ici ce soir, mais vous allez tout comprendre une fois qu'on aura fait ce topo. Alors moi, je suis Aurélie Quillier, je suis psychologue, je suis patiente experte, consultante et formatrice en obésité. Je suis aussi présidente d'une association locale qui s'appelle Lyon Info Obésité et je fais aussi partie du conseil de patients de la Ligue, comme l'a dit Marion. Alors, en amont de ce webinaire, on vous a demandé de poser des questions éventuellement sur cette thématique qui peut paraître un peu étrange. Et donc, je remercie déjà les gens qui ont accepté de nous envoyer quelques petites questions et remarques. Donc, je vous en livre quelques-unes et puis je vais tenter d'y répondre au fur et à mesure. Et après, le but du jeu, c'est que vous puissiez vous aussi poser toutes les questions que vous voulez grâce au Q et R en bas de votre écran et on va essayer d'y répondre avec Marie-Laure. Donc, les questions qu'on nous a envoyées dès le départ, c'est quels sont les impacts physiologiques de la pathologie de l'obésité sur la fonction sexuelle? En quoi la maladie de l'obésité peut-elle affecter la sexualité des individus? Comment la maladie de l'obésité peut-elle influencer la perception de soi et l'estime de soi dans le contexte de l'intimité? Et quels sont les défis spécifiques auxquels les personnes atteintes de maladie de l'obésité peuvent être confrontées dans leur vie sexuelle et relationnelle? Alors, pour y répondre, donc d'abord le lien entre obésité et sexualité. Alors c'est vrai que les personnes en obésité ne correspondent pas aux normes de beauté de la société, on l'a dit grâce au webinaire d'hier aussi. Du coup, le rapport au corps gros devient très complexe pour soi comme dans les relations aux autres. D'un côté, on a tendance à qualifier les personnes en obésité de gourmandes, épicuriennes, aimant les plaisirs de la vie, particulièrement l'alimentation, mais dans la sexualité également, il y a un stéréotype hein, que les personnes en obésité seraient plus débridées sexuellement. Et de l'autre, on considère que bah, les personnes en obésité ne peuvent pas avoir de sexualité ni même de vie affective puisque ce corps n'est pas attirant. Alors, comme la stigmatisation est internalisée, on l'a vu aussi hier grâce au webinaire sur la stigmatisation, les personnes elles-mêmes ont des comportements qui peuvent paraître contradictoires entre les personnes qui viennent se camoufler, s'effacer, effacer le corps, mais aussi la personnalité, qui pensent qu'elles ne peuvent pas séduire et donc ne font pas forcément d'efforts, hein, ce qui donne des personnes mal à l'aise, passives, voire soumises parfois dans les relations. Et celles qui compensent leur morphologie en donnant 2 fois plus pour se faire aimer, pour prouver qu'elles peuvent séduire malgré ce qu'elles sont ou le corps qu'elles ont en tout cas. Je dis elles parce que je parle des personnes, hein. Ça peut être au féminin comme au masculin. Elles peuvent alors apparaître plus généreuses, attentives aux autres et donc plus libérées sur le plan sexuel. Quoi qu'il en soit, l'obésité vient troubler les rapports de séduction, d'amour, de couple et de sexualité. Et du coup, on peut se demander si l'obésité a une influence sur le désir, sur le plaisir, le toucher ou encore les pratiques sexuelles. Alors, on n'aura évidemment pas toutes les informations aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps. Et aussi parce que si la sexualité est quand même encore relativement taboue dans la société, celle des personnes en obésité, vous imaginez bien, l'est encore plus. Mais nous avons quand même quelques études qui nous ont apporté des chiffres assez significatifs et des éléments de compréhension. Donc, c'est ce que je vais vous partager maintenant. Pour ces premiers chiffres, je me base sur une étude qui a été faite sur la sexualité en France en 2006, donc elle commence à dater un peu hein, par l'INSERM. Et l'enquête a été menée sur plus de 10 000 personnes entre 18 et 69 ans, dont bon, alors, à peu près moitié hommes, moitié femmes. Parmi ces personnes, on retrouve 35% d'hommes en surpoids, 21% de femmes en surpoids, 9% de personnes en obésité. Alors, on va quand même se focaliser plus précisément sur cette dernière population, donc sur les hommes et les femmes ayant un IMC supérieur à 30, dont la moyenne d'âge était d'environ 49 ans.
Alors, ce qu'on peut déjà évoquer, c'est que les femmes en obésité ont 30% de chances en moins d'avoir plus d'un partenaire sexuel dans une année, comparativement à des personnes ayant des IMC dans la norme. Et les hommes, c'est 70% de chances en moins. On constate donc que plus l'IMC est élevé et moins on a de chances de trouver des partenaires sexuels. Les femmes ayant toujours plus de facilité en général, de manière générale, à trouver des partenaires sexuels, comme vous le voyez. Les hommes et les femmes interrogés ont plus de chances d'avoir un partenaire en obésité. Ça correspond à 39% des hommes et surtout 67% des femmes, ce qui corrobore aussi l'idée que les hommes sont plus regardants peut-être sur le poids des femmes que l'inverse. Et chez les femmes, il y a plus de 3 fois plus de chances d'avoir rencontré leur partenaire sur Internet, donc de manière virtuelle. On peut considérer que l'existence hors corps, on va dire hors corps physique, et donc, la séduction peut davantage s'exprimer sans le corps ou en dépit du corps. Sur la question de la santé et de l'éducation sexuelle, et ben là aussi, on retrouve des chiffres assez intéressants, notamment un taux de grossesse non désiré 4 fois supérieur chez les femmes en obésité de moins de 30 ans, alors que, bah, on l'a vu juste avant, elles sont moins susceptibles d'avoir été sexuellement actives. En fait, un tiers des répondantes vont moins chercher de conseils ou d'informations sur la contraception. Et du coup, ces femmes ont 70% de chances en moins de prendre la pilule contraceptive et 8 fois plus d'utiliser des méthodes moins efficaces comme le retrait, par exemple. Chez les hommes en obésité de moins de 30 ans, il y a plus de risques aussi de déclarer des IST, donc des infections sexuellement transmissibles, hein, comparativement aux IMC, donc dans la norme. Le risque est multiplié par 12. Voilà. Donc, on peut évoquer un petit peu, enfin, alors je l'ai mis sous ce terme-là entre guillemets, entre gros guillemets, parce que je sais que ça fait un peu polémique, mais de grossophobie médicale. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes en obésité euh, peuvent aussi aller moins chercher l'information sur la santé sexuelle parce que il y a effectivement dans le monde médical, on l'a vu aussi hier, et bien parfois de la stigmatisation qui fait que bah, du coup je vais moins chercher l'information si c'est pour me faire embarrer ou alors si c'est pour qu'on me parle de mon poids toujours. Alors malgré tout, il y a quand même des conséquences hein, de l'obésité sur la sexualité. Chez les femmes en situation d'obésité, les difficultés sexuelles seront davantage en lien avec l'image qu'elle a d'elle-même, la faible estime de soi ou la pression sociale, même si, bon, vous le voyez, il y a aussi quelques petits problèmes fonctionnels. Il peut y avoir en tout cas des problèmes fonctionnels. Et d'ailleurs, elles sont plus nombreuses, les femmes en obésité, à considérer que le sexe est moins important pour l'équilibre de leur vie personnelle. Chez les hommes, euh, le risque principal, on va dire, de l'obésité sur la sexualité masculine, pardon, c'est de souffrir de dysfonctionnement érectile, notamment dans le cadre d'un syndrome métabolique hein, qui est souvent associé à l'obésité, auquel on peut rajouter encore les comorbidités très souvent associées à l'obésité, comme l'hypertension artérielle, le cholestérol, le diabète ou encore l'apnée du sommeil, qui sont déjà des affections communes, connues, pardon, comme responsables de troubles sexuels de l'excitation, de l'orgasme et donc de la fonction érectile. Mais le point commun, en tout cas pour les deux sexes, c'est une baisse de libido et des complications au niveau donc de l'érection, de la lubrification, la pénétration et la réduction de la diversité des positions sexuelles dans la mesure où l'obésité limite parfois les personnes dans leurs mouvements. Ce sont les troubles sexuels primaires, donc les complications primaires de sexualité, hein, tout ça, auxquels il faut rajouter des troubles secondaires qui peuvent indirectement altérer la sexualité. Ça peut être la fatigue, la transpiration, l'hirsutisme chez les femmes. Donc l'hirsutisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'apparition de poils disgracieux en nombre et à des endroits qui sont en général pas forcément euh, en tout cas communes chez les femmes. Des troubles urinaires, des troubles intestinaux aussi, par exemple, qui peuvent bah, compliquer en tout cas les relations sexuelles. Auxquels il faut encore rajouter des troubles tertiaires qui sont là plutôt d'ordre psycho-émotionnel ou socio-culturel, comme l'image de soi, l'estime de soi, la peur du regard des autres, la peur du rejet ou encore la dépression. Donc,
Les données de cette étude nous en apprennent plus sur les conséquences de l'obésité dans la sphère intime, mais il y a aussi un lien de cause aussi à effet, un lien causal entre guillemets entre l'obésité et la sexualité. Alors un petit point aussi sur les questions et les remarques que j'ai pu avoir avant le webinaire. Par exemple, une personne qui nous dit les personnes à qui j'ai le malheur de refuser un rapport ont très mal réagi. Sous-entendu, avec un corps comme le tien, faut pas faire la difficile. En définitive, une personne en situation d'obésité n'a pas le droit de dire non. Ce à quoi j'ai bien envie de répondre à cette personne qu'évidemment, elle a le droit de dire non. Et elle a le droit de dire non à qui elle veut, évidemment. Euh, une autre remarque d'une personne qui dit: la première fois que j'ai présenté ma chérie à mes potes, j'ai eu le droit à une avalanche de critiques. Mec, t'es sérieux? Comment tu fais pour être attiré par une grosse? Ma copine est ronde et je la trouve magnifique. Son corps m'attire et je trouve que les dictats de la société sont injustes. Je remercie grandement cet homme de nous avoir fait part de ce commentaire. Et effectivement, il y a aussi des personnes qui trouvent attirantes, alors non pas les gros forcément, mais en tout cas, on peut aimer quelqu'un sans forcément que le corps soit un obstacle. Et c'est très courageux à cet homme d'en parler. Et puis une question d'une autre personne qui demande, voilà, le principal levier de rencontre des personnes en situation d'obésité sont les applications de rencontres, Tinder, etc. Pourquoi? Eh bien, on l'a un petit peu, je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, hein, le fait de se rencontrer sans forcément que le corps soit visible en premier, ça pourrait effectivement permettre parfois à des personnes qui n'ont pas confiance, en tout cas en elles ni en leur corps, de pouvoir rentrer dans des relations de séduction en dehors. Alors, le lien de causal, et c'est aussi la présence de Marie-Laure aujourd'hui, c'est le lien entre obésité et traumatisme sexuel. Alors, ça, c'est extrêmement important de pouvoir le dire, même si les chiffres et les études sont quand même vraiment trop rares. Je tiens à le préciser, trop anciennes, imprécises, incomplètes ou insuffisantes. Donc, c'est vraiment très, très important qu'on fasse plus de recherches sur ce sujet-là. Cependant, il a été établi quand même qu'une personne en obésité sur trois a été victime d'abus sexuels, viol ou inceste dans son enfance ou dans son adolescence, surtout chez les personnes en obésité massive, hein, de grade 3, donc des IMC supérieurs à 40. Et ça correspond plus précisément à 11% des hommes en obésité et 39% des femmes en obésité. Alors, déjà sur ce premier chiffre, à mon avis, alors déjà, bon, l'étude est assez ancienne. Et puis, si vous voulez mon avis, ces chiffres sont largement sous-estimés. Moi qui ai rencontré quand même des, des milliers de patients, je pense qu'on peut facilement atteindre les 70%, en tout cas chez les femmes, de victimes d'abus sexuels ou d'agressions sexuelles dans leur enfance ou dans leur adolescence. C'est important de le dire parce que c'est vrai que souvent on ne fait pas le lien. Et pourtant, il y a des ponts entre les deux. Et c'est extrêmement important de pouvoir aller chercher, on va dire, les causes de l'obésité. On l'a vu aussi lundi, pour ceux qui étaient là lundi, j'en ai un petit peu parlé des causes. Et dans les causes, il y a aussi les traumatismes psychologiques et notamment des antécédents de violence. Alors, ce chiffre sur les violences sexuelles, c'est quand même un peu assez interpellant. Les femmes en obésité rapportent 10 fois plus en fait d'antécédents d'abus sexuels que les femmes ayant un IMC dans la norme. Et elles rapportent aussi 4 fois plus de violences physiques comparées à des femmes de corpulence normale, entre guillemets. Et quand on regarde, quand on observe dans une autre étude le lien inverse, enfin inversé, on va dire dans l'autre sens, les femmes abusées sexuellement dans l'enfance ont également 3 fois plus de risques d'avoir de l'obésité dans leur vie primo-adulte, donc entre 20 et 27 ans. Bon, vous voyez il y a quand même un lien qui est assez important. Alors, moi, je pose la question entre guillemets parce qu'effectivement, l'obésité peut apparaître comme un moyen, on va dire, pour ces personnes de se déconnecter à leur corps, de créer une armure et, in fine, se protéger aussi peut-être des violences qu'elles ont pu subir, des violences de toutes sortes, hein. Encore une fois, je ne parle pas que des violences sexuelles, mais des violences physiques et évidemment aussi des violences psychologiques, pardon. Euh,
Alors tout ça va provoquer à terme des complications dans le soin proposé aussi à ces personnes et des conséquences forcément sur leur amaigrissement. En tout cas, on peut se poser la question de savoir si finalement l'amaigrissement, alors là, bon, on a des chiffres par rapport à la chirurgie bariatrique, mais même hors chirurgie, si ça va avoir un impact positif ou négatif sur la sexualité des individus. Alors les résultats sont assez mitigés, c'est-à-dire on constate une augmentation en général de la libido et une amélioration significative de la satisfaction sexuelle chez une majorité de femmes après 2 ans de chirurgie bariatrique. Mais il faut prendre en compte aussi qu'il y a une baisse de libido souvent, c'est pas tout le monde, mais quand même souvent pendant la période d'amaigrissement, donc en général la première année post-opératoire, hein, à cause de la testostérone qui baisse. Chez les hommes, par contre, il n'y a pas forcément. Alors, il y a une amélioration des troubles sexuels après opération, mais et notamment donc du dysfonctionnement érectile, mais ça dépend aussi beaucoup d'autres facteurs, hein, comme le syndrome métabolique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, sur une perte de poids, on va dire qu'un tiers des hommes améliorent leur fonction érectile. On sait aussi que l'activité physique peut avoir beaucoup d'atteintes positives sur cette fonction érectile, surtout. Mais bon, voilà, un tiers, c'est déjà pas si mal, mais c'est quand même pas suffisant. Donc, ça veut bien dire que c'est quand même, les résultats sont quand même assez partiels. Par contre, la perte de poids crée un bouleversement dans la vie des personnes, en particulier dans leur relation aux autres, et encore plus spécifiquement sur le couple. Le regard des autres change et peut provoquer une jalousie excessive chez son partenaire, par exemple. Le partage et les échanges autour des repas se trouvent modifiés. Mais surtout, la perte de poids a tendance à augmenter l'estime et la confiance en soi. Donc, souvent, les personnes qui sont opérées ont une attitude plus assurée, plus affirmée. Et donc, on se laisse moins faire, on ose plus et on ne reste plus dans un environnement non épanouissant. Ce qui fait que dans ce contexte, interviennent eh bien, plus de séparations et de divorces, hein. Alors, les chiffres sont pas toujours très raccord entre eux, mais on dit qu'entre un tiers et la moitié des couples qui étaient ensemble au moment de la chirurgie bariatrique se séparent après cette chirurgie. Il y a même une ancienne étude suédoise était même arrivée au chiffre effarant de 74% de divorces ou de séparations post-bariatriques, donc c'est quand même assez important d'en parler. Mais bah, à l'inverse, on retrouve aussi plus de couples et de mariages lorsque les personnes étaient célibataires au moment de leur intervention chirurgicale. C'est-à-dire quasiment 2 fois plus que le groupe contrôle composé de personnes en obésité non opérées. Voilà. Et à 4 ans et à 10 ans post-chir, on a exactement les mêmes résultats. Donc, c'est-à-dire plus de couples et de mariages pour les personnes célibataires, mais aussi plus de séparations et de divorces pour les personnes qui étaient mariées. Tout ça pour vous dire que la sexualité des personnes en obésité dépend plus de la perception de ses propres complexes que du poids, évidemment. Mais il existe un lien non négligeable de causalité et de conséquence avec des troubles sexuels et affectifs fréquents, sous-diagnostiqués, entraînant des facteurs de risque associés à l'obésité et ayant un retentissement majeur sur la santé, mais aussi sur la qualité de vie, évidemment, des personnes. D'où la nécessité absolue d'une prise en charge pluridisciplinaire, également de la vie sexuelle et affective, enfin aussi en tout cas, et peut-être même d'autant plus importante chez les personnes en obésité. On retrouve d'autres questions et remarques sur ce point. Comment les professionnels de santé peuvent-ils aborder le sujet de la sexualité avec leurs patients atteints d'obésité de manière sensible et efficace? Une personne qui nous dit mon mari a des troubles de l'érection, il refuse d'aller consulter un sexologue, à qui je dis c'est dommage parce qu'effectivement, on va le voir après, cette prise en charge est quand même très importante puisqu'il s'agit de la santé. Et une autre question, quelles ressources et quelles communautés existent pour soutenir les personnes atteintes de pathologie de l'obésité dans leur exploration et leur expression de la sexualité? Donc, quelques pistes à vous donner là-dessus et notamment donc la définition de la santé sexuelle. La santé sexuelle est un état de santé physique, émotionnel, mental et un bien-être social en matière de sexualité. Donc, la sexualité, c'est quand même un tout. Ça comprend beaucoup de domaines différents, hein, physique, psychologique, émotionnel, social, etc.
Elle ne constitue pas seulement une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Elle est un des éléments intrinsèques de la santé humaine et elle intègre aussi la santé reproductive. Alors c'est vrai que j'en parle pas dans mon petit topo, mais il y a aussi des conséquences sur la procréation de l'obésité chez les femmes et chez les hommes. La santé sexuelle exige une approche positive. Hein, il ne s'agit pas non plus, comme dans toutes les maladies, de pointer du doigt tout ce qui va pas bien, mais aussi d'aller chercher tout ce qui va bien. Et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, discrimination et violence. Et là, Marie-Laure pourra nous en parler tout à l'heure sur le plan juridique. Alors, les personnes ressources, bah, d'abord et en priorité, c'est bien évidemment votre médecin généraliste. C'est lui qui est la première, le premier interlocuteur hein, de tout ce qui vient altérer notre santé, y compris notre santé sexuelle, et qui pourra ensuite orienter vers des spécialistes, le cas échéant, en fonction des problématiques que vous soulevez. Ça peut être un psychologue, ça peut être un sexologue, ça peut être un gynécologue, ça peut être un andrologue aussi chez les hommes. C'est moins connu, mais les andrologues sont aussi des ressources importantes, des endocrinologues évidemment, ou les urologues notamment pour les problèmes d'érection. Et vous le voyez, c'est ce que j'ai marqué à côté. En fait, souvent, les professionnels ont beaucoup de mal à parler de sexualité. Et pourtant, c'est quand même très bien vécu. En général, c'est parfaitement bien accepté par les personnes. Ça les soulage même parfois pour certains. Ça permet de dédramatiser justement et de détabouiser, je sais pas si ça existe, mais je l'invente, la notion de sexualité. Mais pour ça, évidemment, il faut de l'empathie, de la bienveillance de la part du professionnel. Oser le faire, tout simplement, oser en parler sans aucun a priori ni jugement. Et vous allez voir, ça se passe très très bien en consultation. Évidemment, ces conseils sont à destination des professionnels, mais aussi des patients. Osez aller en parler aux professionnels que vous avez en face de vous. Alors, je vous ai donné sur cette slide quelques petites ressources pour aller plus loin, et notamment, on pourrait prendre exemple sur l'Association française des diabétiques, l'AFD, qui en parle très bien, qui ont trois rubriques hein, sur leur site internet qui concernent la sexualité, donc le diabète au masculin, la sexualité de la femme diabétique, complications du diabète, des répercussions sur la sexualité. Euh, je vous invite aussi à aller voir ce magnifique site qui a été fait par Santé publique France, onsexprime.fr. Et puis, après, vous avez différents sites, notamment sur le droit des femmes, Amour sans violence, Déclic violence, puisqu'on va aussi en parler. Ces ressources sont, voilà, le contexte de violence, on va dire, dans la sexualité ou dans le couple, dans la conjugalité, a aussi une incidence sur les personnes en obésité, particulièrement les femmes. Donc, Amour sans violence et Déclic violence, c'est important. Et puis après, vous avez des centres de planification, d'éducation familiale, les établissements d'information, de consultation et de conseil familial. Alors après, il faut voir en fonction si ça existe dans vos régions, les instances régionales d'éducation, de promotion de la santé, le planning familial que tout le monde connaît. Et puis, je le précise aussi, il y a un centre de santé sexuelle hein, qui est le premier en France, qui a été ouvert à Paris par la PHP. euh, et qui existe. Alors, j'ai oublié où est-ce qu'ils étaient, mais c'est à Paris en tout cas. Et vous pouvez aussi, bien sûr, appeler pour avoir des conseils, des ressources, des documentations. Vous n'êtes pas obligé non plus d'aller forcément à Paris pour une consultation, mais en tout cas, ça peut être aussi des personnes ressources. Et pour terminer mon petit topo, évidemment, on n'a pas choisi cette date au hasard, hein, puisque c'était la semaine de la journée mondiale de l'obésité qui était le 4 mars, mais on a choisi cette date symbolique, évidemment, pour parler de sexualité, puisqu'aujourd'hui, 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc, c'est pas un hasard. Et j'aimerais juste faire un petit focus quand même très important, un quiz. Tout le monde va pouvoir jouer à ce quiz. À votre avis, qui est le plus touché par l'obésité? Qui est le plus touché par la précarité financière, par la stigmatisation, par les troubles de l'image corporelle, par les violences sexuelles, par les violences physiques, par les violences psychologiques? Eh bien, évidemment, c'est la femme. Effectivement, alors je dis pas encore une fois que les hommes en obésité n'ont pas de problématiques hein, ou ne peuvent pas avoir de problématiques dans leur sexualité,
Mais c'est vrai que les femmes en obésité sont particulièrement touchées quand même par ce type de violence, qu'elle soit systémique ou intra-individuelle. Donc voilà, les femmes en obésité pâtissent sans doute plus de leur obésité au niveau social, au niveau relationnel que les hommes. Et pour terminer, donc Marion en a parlé tout à l'heure, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est à destination des professionnels de la santé ou qui prennent en charge en tout cas les patients en obésité, mais c'est aussi ouvert éventuellement aux bénévoles actifs d'associations, les présidents d'associations de patients qui veulent en savoir plus sur cette question-là. On fait une formation sur la prise en charge effectivement de la vie affective et de la vie sexuelle des personnes en obésité. Ce sera le 21 et le 22 mars prochain. Alors j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, il y a celui-ci qui a été acté, que je vais co-animer avec Marie-Laure ici présente. Et donc, si ça vous intéresse, eh bien évidemment, n'hésitez pas à contacter Marion Saroka. Je vous ai laissé son numéro de téléphone et le mail formation@liguecontrel'obésité.org. Est-ce que Marie-Laure, tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on Et passe aux questions? en quelques mots, puisque effectivement, on peut s'interroger pourquoi un avocat présent sur ce thème-là. Eh bien, pour recevoir beaucoup de victimes de violences sexuelles, on a constaté qu'effectivement, sur question, on rencontrait beaucoup de gens qui avaient des troubles alimentaires. Alors, peut-être qu'il peut aller jusqu'à l'obésité, mais en tout cas les troubles alimentaires, et qui avaient subi dans leur enfance des violences sexuelles. Alors moi, je mettrais en deux plans. Dans un premier temps, les personnes qui sont atteintes de troubles alimentaires, dont l'obésité, et finalement, sur question, on se rend compte qu'elles ont subi des violences sexuelles dans leur enfance, violences sexuelles qui n'ont pas été prises en compte dans leur cheminement, finalement, puisque on se rend compte aussi que les professionnels ont parfois des difficultés à poser les questions. On va traiter les causes de l'obésité, mais on va peut-être oublier de poser la question, avez-vous subi des violences? Donc ça, c'est un premier constat que nous avons fait. Et puis, second constat, on se rend compte que les personnes en obésité ou alors qui ont des troubles alimentaires importants, effectivement, sont plus victimes que d'autres de violences sexuelles, très certainement par rapport à une problématique de confiance en soi et une difficulté à dire non. Donc, j'ai lu effectivement la question qui a été posée. En gros, quand même, si on te propose une relation sexuelle, étant donné que vu le corps que tu as, je vois pas pourquoi tu dirais non. Je schématise, mais c'est un peu ça. Et effectivement, on se rend compte que les gens ont de grosses difficultés parce que sont déjà en difficulté psychologique de s'imposer. Et très souvent, je vais dire les agresseurs, alors c'est pas forcément les hommes, mais effectivement, on a quand même une majorité d'hommes, ben, vont profiter de cette difficulté psychique et vont abuser, je dirais, de cette personne-là, de cette femme. J'insiste quand même sur le fait que l'obésité peut être aussi une difficulté supplémentaire et au niveau juridique, ça peut être considéré comme une personne vulnérable dans certains cas et ça peut être une circonstance aggravante. Donc ça, c'est quand même important de le dire, c'est-à-dire que si vous avez été victime d'une agression sexuelle, alors j'ai pris juste quelques grands thèmes. Je ne vais pas être très long, mais quand même, je pense que c'est important. J'ai aussi, moi, fait des recherches au niveau du lien troubles sexuels, enfin, troubles de l'alimentation et violences sexuelles. Alors, la dernière en date, elle est assez récente, mais elle se base sur peu de témoignages, hein, sur 12 600 témoignages. Donc, il y a des chercheurs français qui l'ont fait là récemment. Je les cite, c'est Aurore Malé-Carras, Delphine Bernard et Eric Bertin, qui ont fait une analyse sur 12 600 témoignages. Et parmi ces témoignages, il y a 4,3% de personnes qui indiquent spontanément, alors ça c'est important, parce qu'on n'a pas posé la question, mais déjà spontanément, on sait qu'il y a 5% de personnes qui vont immédiatement dire j'ai été victime de violences sexuelles dans l'enfance. Et c'est vrai que nous, on est beaucoup dans la prévention et on milite vraiment pour que les généralistes, principalement, parce qu'en général, vous avez un généraliste, avant de se poser la question de savoir s'il y a un problème médical, peut-être inclut cette question, avez-vous été victime de violence? Ça peut aussi permettre
aux personnes de libérer leur parole et d'indiquer qu'elles ont été victimes de violences alors qu'elles n'en ont jamais parlé. Et je pense que pour nous, c'est une base. Comme Aurélie a rappelé, eh bien, on est à la journée de la femme, mais pourquoi? Parce qu'effectivement, les femmes sont les premières touchées par ces troubles-là. Donc, les troubles, ça peut être effectivement l'obésité, mais à l'inverse, il peut y avoir de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie boulimique. Et je dirais, pour recevoir énormément de victimes de violences sexuelles, hommes-femmes confondus, euh, la majorité, la très très grosse majorité, présente des troubles de l'alimentation suite à une agression sexuelle. Donc ça, c'est le premier point que je voulais rappeler. Euh, Oui, ça avait été, pardon Marie-Laure, mais c'est vrai que ça avait été évoqué mardi soir par Mardi, ouais. Béatrix de Lamberty, pardon, qui avait fait un super topo sur les troubles du comportement alimentaire et elle avait évoqué cette question des traumas et en particulier des traumas sexuels sur les troubles du comportement alimentaire. Voilà, donc ben, je réinsiste sur ce point parce que vraiment pour nous c'est la base. Effectivement, et on peut se poser la question effectivement de la difficulté et du lien entre le trouble alimentaire et les violences sexuelles. Alors, on l'a un peu évoqué. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on le constate? Parce que souvent les gens nous disent que effectivement par la nourriture ça apaise. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est-à-dire qu'on est dans un mal-être tellement important qu'effectivement, il y a un apaisement par la nourriture. Ça, c'est l'élément 1. L'élément 2, c'est une technique d'évitement. Donc, c'est des gens qui, effectivement, ont été impactés dans leur corps et qui vont trouver finalement comme moyen pour se protéger, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais une certaine déformation de leur corps justement pour se protéger, pour s'envelopper, pour ne plus attirer le regard de l'agresseur. Ça aussi, c'est un élément qui revient beaucoup. Et puis, dernier point aussi, par les, les, l'alimentation, c'est aussi un contrôle, c'est-à-dire redonner du pouvoir là où finalement j'ai été un objet, pardonnez-moi, je redeviens un sujet et je contrôle en fait ce qui va rentrer en moi. Donc ça, c'est vraiment ces trois thèmes-là qui reviennent très souvent quand on suit les victimes de violences sexuelles. Donc vous voyez bien que effectivement par ces éléments-là, on constate que finalement obésité et violence sexuelle, ça a un lien qui est finalement évident. Et c'est fort dommage qu'il y ait si peu d'études sur ce point-là parce que c'est très très important en fait. Je pense que tu l'as dit tout à l'heure, les chiffres ne reflètent absolument pas la réalité. Voilà, donc sur les quelques Mm. points que je voulais intervenir, et c'est donc pour ça, c'est qu'on a une présence avec vous. On développera donc le 21 et le 22 mars, plus avant peut-être, les violences sexuelles. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, qu'est-ce qu'une violence sexuelle? Alors, en deux mots, c'est tout acte sexuel par violence, contrainte ou surprise, euh, commis sur le corps de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est aussi important de savoir de quoi on parle. Donc c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital. Donc ça, c'est aussi un élément important, c'est une nouveauté du texte commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Et ça, c'est un viol. Et le viol est commis de 15 années de réclusion criminelle. Je fais au sens large, hein, évidemment, il peut y avoir des circonstances. En deux mots, je rappelle ce que c'est que la contrainte. La contrainte, c'est évidemment une pression, une existence de pression psychique ou morale. Donc là, j'en reviens effectivement au SMS qu'on a reçu. Hein, et je lui dis non, mais en fait, est-ce que j'ai le droit de dire non? Bah, bien évidemment, vous avez le droit de dire non. Et ça peut être considéré comme une contrainte. La menace, je pense que tout le monde comprend ce que c'est effectivement les représailles. Donc les représailles, eh bien, ça peut être des menaces sur son corps, ça peut être les menaces sur la famille, mais ce qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui, c'est effectivement les prises de photos et les diffusions de photos sur Internet. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre aussi énormément, puisque je vous rappelle que les personnes sont déjà en grosse difficulté avec leur corps, et bien évidemment, ça peut être un élément de contrainte. La surprise, ça, je voulais aussi intervenir dessus, mais on le développera plus avant. Quand on est en difficulté, c'est-à-dire que la victime est inconsciente, ou alors si elle est sous traitement, ou alors si elle est pendant son sommeil,
c'est aussi un élément qu'on prend en compte dans le cadre de l'infraction de viol, puisque eh bien, il faut quand même donner son consentement. Et dans ces cas-là, quand vous êtes en difficulté, vous n'êtes pas en capacité, vous n'avez pas le discernement nécessaire pour donner votre consentement. Bien sûr, il y a l'âge de la personne. Je ne vais pas parler des mineurs, mais bien évidemment, c'est un élément aussi important. Donc, on se rend compte que le lien finalement entre obésité et violence sexuelle se fait assez vite. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, si vous voulez que je développe un peu plus. Ouais, alors je vais prendre les questions peut-être dans l'ordre. Il y en a une sur les violences sexuelles, mais je vais peut-être les prendre dans l'ordre. Alors, d'abord, on nous demande quelles conséquences physiques et psychologiques de l'augmentation du taux d'œstrogène chez les hommes. Alors, c'est une excellente question. En fait, le truc, c'est que, bon, je l'ai un peu dit lundi, l'obésité, c'est une maladie métabolique. Il y a des problèmes et des liens hormonaux, hein. C'est pour ça que c'est les endocrinologues qui prennent en charge les personnes en obésité. Et donc, il y a des problématiques d'ordre hormonal, y compris sur les hormones sexuelles, donc œstrogène et testostérone. En l'occurrence, quand on prend du poids, les taux donc œstrogène et testostérone qui sont en général déséquilibrés, puisque bah, en général les hommes ont plus de testostérone que d'œstrogène et les femmes ont plus d'œstrogène que de testostérone. Et quand on prend du poids chez les deux sexes, eh ben, on voit que les hormones sexuelles s'équilibrent plus ou moins. Ce qui est pas bon, effectivement, et ce qui va venir provoquer un certain nombre de problématiques. Donc là, en l'occurrence, chez les hommes, bah, le taux d'œstrogène qui augmente, ça veut dire que ça fait baisser, entre guillemets, l'action de la testostérone sur la libido notamment. Donc il va y avoir des problèmes d'excitation et d'érection à cause de ce taux d'oestrogène. Alors évidemment, psychologique, c'est un peu la poule et l'œuf, hein, puisque il y a aussi des conséquences, enfin des causes psychologiques qui entraînent ces complications sexuelles chez les hommes. Et évidemment, bah, quand l'homme ne peut pas, ne maîtrise pas, entre guillemets, ses taux de testostérone et d'œstrogène, et donc a des complications psychologiques, physiques, ça va entraîner des complications psychologiques, évidemment. On a William qui nous fait part de son expérience un petit peu, qui demande si la communication avec sa partenaire peut-elle améliorer la libido et les troubles. Évidemment. Alors, évidemment, c'est la première personne concernée hein, par les troubles sexuels. Donc, évidemment, on communique avec son ou avec sa partenaire. C'est important. C'est important aussi de pourquoi pas être pris en charge à deux quand on a des problèmes de couple. Euh, bon, la communication peut y faire quelque chose quand c'est un problème émotionnel, par exemple, ou de stress. Après, quand il y a des troubles physiques qui viennent provoquer ces complications de la libido ou des complications fonctionnelles sur la sexualité, bon, bah là, il faut aller voir quand même un médecin et votre partenaire ne pourra pas évidemment tout régler. Et qui dit aussi, William, on a une obligation de résultat, nous les hommes, qui stressent. Et physiquement, le problème, c'est le ventre. Alors physiquement, le problème, ça peut être plein de choses. Effectivement, je parlais des positions sexuelles. Parfois, les personnes en obésité, et surtout si le couple est constitué de deux personnes en obésité, ça peut amener des complications sur ces positions parce qu'évidemment, bah, on ne peut pas tout faire, entre guillemets. Maintenant, je dis on peut ne pas, mais on peut aussi très bien, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes en obésité qui sont très souples et qui évidemment ont une sexualité très épanouie. Sur l'obligation de résultat des hommes qui stressent, c'est vrai, c'est une pression sociale, mais je pense que c'est aussi quelque chose de très internalisé, c'est-à-dire que c'est vous qui vous mettez la pression et qu'on vous demande rien en fait. Donc, bah, William, peut-être que si votre partenaire pourrait vous détendre en tout cas par rapport à ça et que la sexualité, ce n'est pas non plus que les rapports sexuels, j'allais dire directs. Il y a plein d'autres choses dans la sexualité. C'est aussi la tendresse, c'est aussi les caresses, c'est aussi plein de choses. Donc, les mots d'amour aussi, ça fait partie de la sexualité. Donc, là, je vous invite effectivement à communiquer plus avec votre partenaire. Alina qui demande vers qui se tourner lorsque les pratiques sexuelles et les situations de vie ne sont pas conventionnelles, entre guillemets. Je cite les modes alternatifs de vie comme le libertinage, le BDSM, le polyamour ou qui impliquent plusieurs partenaires sexuels. Alors ça, c'est une excellente question.
à laquelle je vais avoir des difficultés à répondre parce que c'est très dépendant de la personnalité des professionnels qu'on va voir. C'est-à-dire que vers qui se tourner? Les professionnels que j'ai déjà cités tout à l'heure, mais tout le monde, effectivement, n'aura pas forcément la connaissance de ces modes alternatifs, comme tu dis. Et effectivement, quand on ne connaît pas le polyamour, quand on ne connaît pas le BDSM, c'est compliqué pour un professionnel. Déjà, ça peut heurter ses propres croyances, hein, éventuellement. Mais c'est aussi euh, cette méconnaissance, en tout cas, peut provoquer des conseils ou des recommandations qui ne sont absolument pas adaptés. Et donc, c'est important, effectivement, de poser la question à la personne que vous allez voir, sexologue, gynécologue, psychologue, ce que vous voulez, peu importe, si, il y a une connaissance, s'il y a en tout cas, une appétence aussi à prendre en charge des personnes qui ont ces modes de vie ou de sexualité alternative. Et c'est pas toujours très simple. Ça, je tiens à le dire. C'est pas toujours très simple, effectivement. Et Laetitia qui nous demande pourquoi si peu d'études sur les violences sexuelles. Alors, Marie-Laure, je te laisserai la réponse un peu après. En fait, c'est pas qu'il y a peu d'études sur les violences sexuelles. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup, d'autant plus avec donc l'avènement des MeToo et de tous les mouvements un peu féministes. Le problème, c'est violences sexuelles et obésité. Hein? C'est ça, Marie-Laure. C'est que Tout à fait. Alors, l'obésité. il y a énormément enfin énormément. Il y a des études sur les violences sexuelles et tant mieux, hein, puisque c'est quand même quelque chose, je pense, qui est très, très important. Par contre, euh, l'obésité, j'ai peu trouvé d'études. Je pense que toi aussi, tu as peu trouvé d'études. Il y a une étude, par contre, très intéressante. Je suis allée regarder un petit peu, comme d'habitude, au Canada, où là, effectivement, il y a un lien qui a été mis en évidence. Alors, avec des chiffres très importants, parce que de tête, je crois qu'il y avait quasiment 70 à 80% des gens qui avaient répondu qu'ils avaient été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Effectivement, les violences sexuelles, euh, c'est au sens large. Hein, c'est pas uniquement le viol. Là, je vous ai donné Mm. l'article du viol, mais c'est vraiment au sens large. Ça peut être une agression, ça peut être des attouchements, ça peut être des propos sexistes, etc. Donc, c'est vraiment au sens large. Et, euh, et malheureusement, on ne met pas vraiment en évidence l'obésité. C'est un trou parmi tant d'autres, mais autant on va déterminer le syndrome post-traumatique, autant on ne va pas aller finalement beaucoup plus loin sur le trouble alimentaire et notamment l'obésité. Et comme je vous l'ai dit, pour recevoir quand même depuis plus de 20 ans des victimes de violences sexuelles, alors hommes-femmes confondus, hein, euh, c'est quand même quelque chose qui revient, je dirais, dans 9 cas sur 10. Voilà. Et alors la deuxième chose aussi, c'est que je pense que les professionnels de santé aussi, là, c'est bien que nous puissions faire un partenariat, eh bien, c'est aussi aux professionnels de santé qui reçoivent des personnes en obésité, justement, de faire ces études, de le mettre en évidence. Euh, Peut-être plus aussi alerter les gynécologues, les généralistes, les endocrinos, enfin bon, toutes les personnes qui peuvent recevoir des personnes en obésité et les alerter sur ça. C'est vraiment une prévention qui est vraiment très, très importante, sachant que très souvent, c'est des violences qui ont été commises dans l'enfance et on en parle peu, mais c'est principalement de l'inceste. Puisqu'on a énormément de victimes dans l'enfance qui ont été victimes d'inceste. Alors, l'inceste, c'est familial ou alors, au sens plus large, d'un ami de la famille. Voilà. Et c'est comme ça qu'effectivement, il y a une première rencontre avec la sexualité. Et c'est souvent des personnes relativement jeunes, des enfants jeunes, je dirais entre 7 et 12-13 ans. Et bien sûr, ça a des impacts après au niveau de l'adolescence, Mm. ce qui explique les problèmes alimentaires, de troubles alimentaires, puisque très souvent, c'est le début aussi de l'adolescence. Il faut savoir quand même que sur les incestes, c'est des périodes assez longues où l'enfant n'est pas en capacité de parler. L'enfant va peut-être
parler ou en tout cas être en capacité de s'éloigner de son agresseur à l'adolescence. Donc, vous voyez, tout est lié. Et à l'adolescence, il va finalement trouver cet élément-là qui est la nourriture, comme je le disais tout à l'heure, pour peut-être se protéger. J'ai en tête, moi, une jeune fille que je suivais et qui m'avait expliqué que ne pouvant pas parler, la parole lui étant impossible dans sa famille. Alors, pas en raison de la famille, mais parce qu'elle-même s'interdisait de pouvoir poser une parole. Poser une parole dans un cas d'inceste, c'est faire exploser une famille. Mm. Donc, les enfants sont très sensibles à ça. Euh, ils ont, ils ont une connaissance de ça et finalement, ils sont dans l'ambivalence. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle pas? Souvent, ils se disent, si je suis la seule victime, je préfère être la victime, mais ne pas parler et ne pas faire exploser ma famille. Et donc, ils vont subir, subir, subir jusqu'au moment où effectivement, ça sera plus possible. Et ils trouvent différents moyens. Et notamment dans ces moyens, c'est la nourriture. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, peut-être pas très bien, vous m'excuserez, mais c'est un peu la déformation de son corps. C'est-à-dire que bah, si effectivement je mange, je me protège. Et si je me protège, peut-être que mon agresseur ne viendra plus vers moi. Donc, c'est une façon de se protéger. Et ça, c'est quand même questionnant parce qu'à l'adolescence, quand il y a une modification substantielle du comportement, c'est vraiment très, très important de se poser la question. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait qu'il y ait plus d'études sur ça et que les professionnels soient vraiment très sensibilisés à la question. Ouais. Alors, il y a Laetitia Lévy qui nous dit que Muriel Salmona est une référence dans le Tout à domaine fait. des violences sexuelles. Voilà. Sylvie de Brasse qui a répondu à William. Merci beaucoup, Sylvie. Je ne peux que adhérer à ton message. Si l'obligation de résultat, c'est l'orgasme de votre compagne, dites-vous que la sexualité féminine est très riche et que la pénétration est sans doute très secondaire pour le plaisir féminin. Voilà, ça c'est pour rassurer William. Il y a deux autres questions de Alina. Alors la première, c'est pouvez-vous nous en dire plus sur l'aspect soumission relationnelle et sexuelle chez les personnes en obésité qui peuvent inclure des conduites à risque? Y a-t-il des études dans ce sens? Alors, pas à ma connaissance, Non, voilà, pas trop. malheureusement. Je pense que, il faudrait peut-être plus aller voir justement ces conduites à risque et enfin, on a plus de chances d'avoir des résultats de ces profils de conduite à risque qui intègrent l'IMC plutôt que de personnes en obésité qui ont ces conduites à risque. Malheureusement, encore une fois, hein, il faudrait faire des recherches plus importantes. Ce qu'on peut quand même théoriser, et puis Marie-Laure, tu t'en as vu sans doute plus que moi, donc tu vas pouvoir aussi compléter ce que je vais dire, mais c'est vrai, et on l'a évoqué un peu tout à l'heure, les personnes en obésité manquent de confiance en elles parce qu'il y a une stigmatisation généralisée de la société à leur égard qui fait qu'elles ne méritent pas, en fait, elles ne sont pas aimables, voilà, dans tous les sens du terme. Elles ne sont pas attirantes. Et que du coup, on peut effectivement imaginer que ce stigmate internalisé aussi du patient enfin de la personne en obésité, pardon, va se ressentir eh bien, dans le fait de consentir à des relations sexuelles qu'elle ne voudrait peut-être pas. Alors, c'est pas que dans l'obésité, hein, d'ailleurs. Il y a aussi beaucoup de femmes hein, qui sont effectivement qui ont une vulnérabilité plus importante chez les adolescentes notamment. Hein, il y a l'âge qui fait ça, mais aussi dans les personnes qui souffrent d'anorexie ou d'autres pathologies peut-être, mais qui ont en tout cas quelque chose à non pas à prouver, mais voilà, à amener en tout cas en plus, et donc qui peuvent effectivement accepter des pratiques sexuelles ou des partenaires sexuels dont elles ne voudraient pas forcément. Et ça, c'est quand même assez courant chez toutes les femmes, chez beaucoup de femmes en tout cas, et en particulier chez les personnes qui manquent de confiance en elles. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je pense qu'elle se dit, je ne suis pas aimable. Donc ça, c'est la base. Je ne suis pas aimable. Donc à partir du moment où quelqu'un va poser le regard sur moi, je n'ai plus la capacité à dire non. Le choix ne m'appartient plus. Voilà. Et ça, effectivement, ce problème de confiance en soi, c'est quelque chose qui va conduire certaines personnes à se mettre en grand danger. Hein, c'est-à-dire dans des situations vraiment très compliquées. Alors ça peut être, on en a parlé un peu, les relations par rapport au site Internet,
hein, où finalement il y a une espèce de confiance, un lien qui se lie, et puis il y a une rencontre, et puis là, sur la rencontre, eh ben, je me sens pas de dire non. Mm. Donc finalement, je suis là, je culpabilise parce que j'ai entretenu une relation Internet pendant des mois. La personne me demande de venir, je viens, je me rends compte que là, c'est pas possible, je ne veux pas de relation sexuelle, mais en fait, je suis bloquée. Euh, je ne me sens pas de dire non. Je suis culpabilisée. Je pense que c'est de ma faute puisque c'est moi qui ai fait la démarche. Je me suis mise en danger, donc finalement, je mérite ce qui m'arrive. Bon, je synthétise, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça et je ne suis pas psy, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on nous dit. Hein, voilà, je ne me suis pas sentie dire non, mais Ouais, je savais. D'où effectivement, et Salmona en parle très bien, la dissociation, etc. ouais, ouais, Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas d'autre choix. ouais. Donc, effectivement, on constate qu'il y a des mises en danger qui sont beaucoup plus importantes chez les femmes en règle générale, mais chez les femmes qui ont des difficultés encore plus. Et ça, c'est en corrélation avec ce manque de confiance en soi. Alors, je vois le temps qui file et on a encore au moins trois questions très intéressantes auxquelles il faut répondre. Alors, celle-là, je te la refile, Marie-Laure. Quelle attitude adopter, parole à dire face à des professionnels de santé stigmatisants, maltraitants ou violents, notamment en gynécologie? Pouvez-vous indiquer la limite de la maltraitance gynécologique, expliquer la notion de consentement aussi en gynécologie? Alors là, c'est pareil, c'est un élément qui est nouveau, hein, Ouais. les problèmes de violence gynéco. Bon, ça a été lancé il y a peu d'années, il y avait peu Enfin, d'études. nouveau judiciairement. Nouveau judiciairement, bien sûr. C'est-à-dire que les femmes osent en parler. Puisqu'avant, vous allez chez votre gynéco et il vous disait de comment faire et puis chacun se taisait. Et effectivement, depuis quelques années, sont apparues des femmes qui ont osé hein, dire ben, effectivement, c'est une violence gynécologique. Euh, donc, la question du consentement, je sais que les gynécos ont beaucoup travaillé sur ce point, on les a formés aussi. On est intervenu aussi sur certains gynécos sur Montpellier pour que, bah, comme dans la vie, on pose la question. On informe, voilà, je vais vous pratiquer tel examen, ça va se passer comme ci, comme ça, est-ce que vous êtes d'accord? Donc, je pense que le premier conseil à donner quand on va voir un gynéco et surtout quand on a subi des violences sexuelles, parce que c'est très compliqué. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont subi des violences sexuelles qui ne vont pas voir les gynécologues. Justement à cause de ça, parce qu'ils sont dans l'incapacité d'avoir un examen. Donc, je pense que la base, c'est d'indiquer au gynéco, alors pas forcément qu'on a été victime de violences sexuelles, mais si on n'y arrive pas, mais en tout cas dire que l'examen va être compliqué, et là, voir effectivement la réponse du gynécologue. Vous avez des gynécologues qui sont très à l'écoute, qui vont vous expliquer, qui vont comprendre, qui vont vous dire, écoutez, comme ça va pas, vous me dites non, j'arrête. Et puis, vous allez voir très simplement qu'il y a des gynécos qui vont absolument pas vous écouter, qui vont dire, OK, très bien, madame, mettez-vous à côté. Et je pense que là, il faut, là aussi, avoir une certaine confiance en soi et se dire, bon, ben, j'arrête là et je vais voir quelqu'un d'autre. Voilà. Après, le consentement, il n'y a pas de définition juridique particulière sur le consentement. Bah, c'est toujours euh, obtenir l'accord de l'autre, hein, mais il n'y a pas de définition spécifique sur les violences gynécologiques. C'est là-dessus que je voudrais intervenir. Après, je rajoute quand même, et tu l'as dit aussi tout à l'heure, Marie-Laure, il y a quand même une notion de formation et de sensibilisation à ces questions-là. Formation. La formation effectivement de tous les professionnels de santé à l'obésité pour pouvoir prendre en charge ces patients et les spécificités de l'obésité, de la maladie obésité, mais de la même manière sur la relation soignant-soigné, sur l'éthique, sur la déontologie aussi de certains professionnels. Il y a aussi des manquements visiblement dans la formation de certains et effectivement ce qu'il faut rappeler en fait aux médecins et en particulier aux gynécologues hein, qui ont une action quand même invasive, intrusive, enfin c'est traumatique hein, d'aller avoir une consultation gynécologique. Eh bien, c'est de demander la permission ou de dire, en fait, c'est un consentement tacite, on appelle ça, c'est-à-dire de dire, voilà, maintenant, je vais pratiquer tel acte sur vous. Donc, c'est pas dire vous êtes d'accord toutes les 5 secondes, mais de prévenir à l'avance de ce qui va arriver. Ce sera froid, ce sera douloureux, ce sera pas douloureux, etc., etc. Et ça fait partie du consentement de manière générale. Et effectivement, ça permet de prendre en compte pas seulement donc le traumatisme physique entre guillemets de l'acte
médicale, mais surtout de prendre en charge aussi le traumatisme psychologique qui pourrait arriver en même temps. Donc, c'est vraiment parler, 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 quoi. Et à propos de parler, donc il y a quelqu'un qui nous demande en tant que professionnel de santé, poserez-vous la question des éventuelles violences au cours de la première séance? Non. Pas au cours de la première séance, parce que bah, c'est violent. Évidemment, on ravive un trauma, hein, donc c'est évidemment pas au cours de la première séance qu'il faut le faire. Il faut le faire de manière régulière, peut-être en abordant le sujet aussi pas toujours de la même manière, hein, parce que l'idée c'est pas non plus de poser la question des violences, mais aussi de la santé sexuelle de manière générale. Êtes-vous épanoui? Comment ça se passe à la maison, etc., etc. Et et la question des violences sexuelles peut aussi être niée, enfin être enterrée, comme l'a dit Marie-Laure tout à l'heure, ce qui fait que effectivement, si on pose la question, en fait, ça replaque une violence en fait auprès de la personne. Donc, ce qui va permettre, on va dire, de la confiance suffisante aussi que la personne puisse faire ce lien en toute confiance et puis du coup se confier. Hein, c'est le même mot, mais enfin voilà, se confier auprès d'un professionnel, c'est l'alliance thérapeutique. Et l'alliance thérapeutique, si vous êtes professionnel de santé, vous savez que c'est pas au bout d'une séance qu'on la crée, c'est au bout de plusieurs séances, voilà. Et surtout si on vient vous voir pour autre chose. Alors, je sais pas qui vous êtes, médecin, diététicien ou autre. Ça veut dire que les personnes viennent vous voir pour un sujet. Et puis après, petit à petit, par colimaçon, on va poser des questions qui vont éventuellement en venir à un moment donné à la question des violences sexuelles, mais jamais à la première séance. Et Claudine, excuse-moi, si juste peux rajouter, peut-être ne pas faire les violences sexuelles, mais les violences au sens large. oui, bien sûr. Avez-vous subi un traumatisme? C'est moins violent que Ouais. avez-vous subi des violences sexuelles? Et ensuite, je me permets d'intervenir 2 petites secondes parce que si on pose cette question, il faut être en capacité de recevoir une réponse. Mm, Et dans la formation des professionnels, c'est vraiment là-dessus on interagit. Parce que si à un moment donné, en alliance thérapeutique, vous dites, bon, est-ce que vous avez subi un trauma dans votre enfance ou est-ce que vous avez subi un trauma? C'est très large, la personne, donc c'est une question ouverte. Répond ou ne répond pas, ou en tout cas va vous faire comprendre. Il faut à un moment donné, si jamais elle vous dit oui, que vous soyez en capacité de recevoir ce oui, mm, sachant que les personnes, quand elles vont se livrer, elles vont vraiment faire très, très attention à vos réactions. Et une réaction, ne serait-ce que non verbale, peut bloquer quelqu'un et la bloquer pour plusieurs années. ouais. Donc, il faut vraiment travailler sur soi, je pense, parce que la sexualité, c'est quelque chose de difficile. On a des difficultés à en parler, même les professionnels. Mm, C'est de l'intime. Et donc, il faut vraiment travailler sur soi pour, ça, pour se dire, bon, ben, si jamais effectivement il y a quelqu'un qui vient me livrer, qui livre sa parole, finalement, hein, c'est le terme, voilà, est-ce que je suis en capacité? Et si je ne suis pas en capacité, est-ce que j'ai réfléchi à des relais? mm. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Laetitia et Alina ont même été connectées visiblement parce qu'elles ont parlé aussi Ah, du matériel de consultation gynécologique qui parfois peut ne pas être adapté effectivement aux personnes en obésité, ce qui vient ajouter de la violence sur de la violence, effectivement. Et je prends une toute dernière question de Claudine Canal avant de clôturer. Enfin, une question qui est multiple, mais je vais tenter d'y répondre. La sexualité n'est pas souvent abordée en consultation. Est-ce que c'est par manque de données? Doit-on orienter les personnes en difficulté vers un sexologue et les consultations chez un sexologue sont-elles prises en charge par la sécurité sociale? Alors, la sexualité n'est pas souvent abordée, mais Marie-Laure vient de le dire, c'est principalement à cause des tabous et effectivement des croyances de se dire que la sexualité c'est de l'ordre de l'intime. Mais en fait, la sexualité, c'est pas de l'ordre de l'intime, c'est social, c'est sociétal, mais c'est aussi médical, je le redis. Donc, c'est très important que les professionnels, en particulier les professionnels de santé, puissent aborder la question, même sans forcément avoir de données, mais comme l'a très bien dit Marie-Laure, pour avoir des ressources, des sites internet, des flyers, des affiches. On sait que les affiches ou les flyers qui sont à disposition dans les salles d'attente, par exemple, peuvent aussi encourager les personnes à plus facilement parler de cette question.
Maintenant, sur la question des sexologues, il faut bien comprendre que sexologue, c'est un peu comme nutritionniste. Et que c'est un titre en fait, c'est pas vraiment un métier au sens direct, et que du coup il peut y avoir des sexologues qui sont gynécologues, des sexologues qui sont médecins généralistes, des sexologues qui sont psychologues aussi, et donc en fait ça n'est pas un titre. Donc à ce titre-là, non, ça n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, sauf pour les médecins, parce qu'il y en a aussi des médecins qui sont aussi sexologues, et donc là médecin sexologue, eh bien il y a une partie de pris en charge, au moins une partie, si ce n'est l'intégralité, mais ça, c'est en fonction des pratiques de chacun. Donc voilà, après, il faut bien aller voir, ou les psychiatres aussi, puis il y a des psychiatres sexologues qui sont effectivement du coup remboursés par la sécurité sociale. S'il n'y a pas de dépassement d'honoraires, là, après, c'est toujours la même chose. On s'en arrête là, peut-être? Est-ce que Marie-Laure, tu as un mot de conclusion? Et puis, je vais enchaîner après. Non, j'espère qu'on aura répondu à toutes les questions. On vous invite à nous retrouver, je vais faire un petit peu de publicité, Tu as raison. les 21 et 22 mars 2024. Et puis, on espère qu'effectivement, vous avez peut-être mieux compris la présence de l'avocat, puisque finalement, très souvent, médecine et droit sont intimement liés. Et je vous remercie, et je remercie vraiment Aurélie d'avoir fait cette approche globale, parce que trop souvent, dans nos métiers, nous sommes dans des précarés et on n'arrive pas vraiment à discuter, alors que finalement, on devrait réfléchir plutôt ensemble que de façon séparée, ce serait beaucoup plus efficace. Très belle fin pour cette semaine-là qui effectivement a été très riche en émotions. On a bien transpiré effectivement à l'équipe, mais après on a eu aussi de belles interventions. C'était une première. Ça nous tenait à cœur que ça se passe bien. Ça s'est très bien passé. C'est une belle réussite. On est très content et on espère qu'on va pouvoir le remettre en place. Ça va être avec plaisir. Je pense que d'ici les semaines qui vont arriver, on va peut-être voir un petit peu le type de webinaire qui pourrait par la suite peut-être intéresser, vous questionner, vous qui participez à ces webinaires, parce qu'effectivement, pas mal de personnes ont participé cette semaine-là, beaucoup plus qu'on ne le pensait, donc on est vraiment ravis. Et oui, un grand merci à nos intervenants parce qu'ils étaient tous bénévoles, hein, toutes ces Mhm. interventions étaient bénévoles, ils ont pris de leur temps, autant pour faire leurs diapos que vous faire les présentations après, que quand on passe un petit peu les horaires un peu comme ce soir et puis tous les autres soirs de la semaine au final. Mais c'est un sujet effectivement auquel il y a besoin de répondre à des questions et en fait, c'est aussi l'objectif de la Ligue et de tous les intervenants qui sont là à chaque fois sur nos interventions. Donc franchement, un grand merci